Hey, salut. Il va être compliqué ce premier tutoriel de l'année. Je te promets pas d'être totalement explicite, ça va être chaud. Je vais t'expliquer au fur et à mesure. Donc, pour démarrer cette nouvelle année, Paul Gilbert avec le titre Alligator Farm, issu de l'album éponyme, et on retrouve Mike Zutter à la basse. Zutter. D'abord, je te parle de la structure, ensuite je t'enseigne ce que je peux t'enseigner. Ouais, c'est comme ça. Et pour terminer, évidemment, je te parle un petit peu des musiciens dont il est question aujourd'hui. Concernant cette structure, on pourrait broder et mettre beaucoup de détails dedans et la faire en 3 parties, mais très franchement, 2 parties suffisent. Et je te préviens tout de suite, il y a des passages que j'ai totalement réécrits à la basse pour la simple raison que j'entends pas clairement ce que Mike Zutter joue par moment. Je te dirai au fur et à mesure quels sont les passages que j'ai réécrits et quels sont les passages originaux. Donc pour commencer, on trouve le riff principal du morceau, en si bémol, qu'on trouve dans les 3 couplets de la partie A. Ensuite, on a les 2 post-couplets dans les 2 parties qui disposent de la même grille, mais pas de la même walking bass. Je t'explique ce que c'est un peu plus tard. Concernant les refrains, on en trouve un dans chaque partie, la grille harmonique est la même entre les deux, mais pas la ligne de basse. Maintenant, je saute une étape et je te montre où se situe l'interlude et l'outro, mais j'en parlerai pas dans ce tutoriel. Et enfin, les solos. Alors je pourrais te parler de ce solo comme d'un solo unique, mais pour diverses raisons que je t'expliquerai plus tard, j'ai divisé en 2 parties. J'ai énormément hésité à faire de cette chanson plutôt un tribute and fun au lieu d'un épisode complet avec tutoriel. Finalement, en voyant que personne n'en avait fait de vidéo, pas même une cover, j'ai changé d'avis et je me suis dit que c'était une bonne occasion. Et ça me permet bien sûr d'aborder certains points avec toi, là je pense notamment au tapping. Ah, ça va être nul! Maintenant, on démarre tout de suite la pratique. J'ai foutrement aucune idée du son à te conseiller pour cette chanson. L'une des raisons pour lesquelles j'ai pas voulu faire de cette chanson un tutoriel, c'est justement parce que la basse, elle est pas du tout mise en avant dans le mix. Ah, les bâtards! En vrai, je peux quand même te conseiller quelque chose, c'est plutôt de favoriser tes basses et tes aigus et de mettre un tout petit peu de médium. Mike Zutter, je crois qu'à la base, il est guitariste et qu'il joue de la basse au Mediator, mais t'en fais pas pour cette chanson, c'est pas un problème de jouer au doigt. Et avant de commencer, je te conseille de bien t'échauffer avant parce que ce morceau, il est à environ 216 battements par minute. Ouais, record battu sur la chaîne. Merci beaucoup, merci. Mais aussi, pour la première fois sur cette chaîne, le morceau que je t'enseigne est en drop de Ré, qu'on appelle aussi le drop D. Pour t'accorder en drop D, c'est très simple. D'abord, il faut que tu sois accordé correctement avant. Ensuite, il faut que ta 4e corde, actuellement le Mi, devienne un Ré. Et pour faire ça, tu vas jouer ta corde de Ré à vide, puis jouer l'harmonique de la 12e fret de ta 4e corde et la descendre, comme ça. Voilà, l'idée c'est d'avoir quelque chose de plat. Dans le sens où entre 2 notes différentes, ce sont d'abord des ondulations, comme ça. T'entends? Et l'idée c'est d'avoir quelque chose de plat. Pour faire une harmonique, il faut que tu poses ton doigt entre 2 frettes, que tu touches la corde, mais il faut pas que tu appuies sur la case. Et pour faire sonner correctement ton harmonique, il faut que tu utilises un seul doigt. Savoir faire sonner des harmoniques correctement, ça peut prendre un petit peu de temps. D'ailleurs, je te conseille, si tu débutes à ce niveau-là, de jouer plutôt sur ton micro chevalet. Les cordes sont plus tendues et ça fait beaucoup mieux ressortir tes harmoniques. Cette longue introduction, elle est maintenant terminée, je suppose que t'es bien préparé, donc on va tout de suite passer à la meilleure partie du morceau, le riff des couplets. Bon, il y a au moins un point très positif à ce tutoriel, c'est que j'adore ce riff. Il est ultra rock'n'roll, ultra rockabilly, mais aussi avec ce petit côté très funky dans ses ornementations et ses glissando. Ici, encore une fois, on est en si bémol et tu vas devoir faire preuve d'un jeu assez subtil. Dans ce riff, tu vas trouver des hammers, des pull-off, des glissando et un jeu shuffle. Putain, il lui manque juste les death notes et on a le grand chelem. Ce que je vais te montrer, c'est bien ce qui est joué dans la version studio, à part pour la pédale de Do. Mike Zutter, il la fait pas à chaque fois, je te laisse écouter la version studio pour savoir exactement où elle se situe. En gros, là je te montre ce que j'ai joué pour la vidéo, et concernant ce riff, on peut le diviser en 2 fragments. Le premier, il est plutôt en si bémol, et le second, il est plutôt en mi bémol.
Et puisque c'est un jeu shuffle, comme d'habitude, je te conseille de d'abord le pratiquer lentement, sans le jeu shuffle, voire même sans les autres subtilités de jeu. Donc en gros, dans un premier temps, tu vas enlever le jeu shuffle, les hammers, les pull-offs et les glissando. Maintenant, je vais te montrer ce que ça donne de cette manière, on va dire, brute, entre guillemets, histoire que tu comprennes ce qui se passe mélodiquement et surtout rythmiquement. Encore une fois, plus lentement, et cette fois, il vaut mieux penser comme si c'était un tempo doublé. Ensuite, une fois que tu es à l'aise et que tu connais tes notes, tu peux ajouter les hammers, les pull-offs et les glissando. Et enfin, pour terminer, tu vas ajouter le jeu shuffle. Là, pour le coup, je vais le prendre plus rapidement et augmenter le tempo au fur et à mesure du riff. Pour les 3 postes couplés, la grille harmonique est à peu près identique. Tu vas avoir 2 mesures en sol, 2 mesures en fa, 2 mesures en sol avec une pédale de do, et enfin une descente mélodique en do mineur 7. Ce qui va changer, à chaque fois, c'est la walking bass. Alors, une walking bass, pour t'expliquer très vulgairement, c'est une ligne de basse avec des valeurs relativement longues, souvent des noirs sur les temps, qui se promènent entre guillemets. D'où le nom, dans l'harmonie mise en place. Là, je vais te montrer la première walking bass qui est, je pense, celle que joue Mike Zutter dans la version studio. Mais peut-être pas pour toutes les notes. Casse les couilles! Pour le deuxième post couplet, je vais te le montrer de la même manière que le premier, plus lentement. Dans ce deuxième post couplet, par contre, si je pense vraiment que les premières mesures sont assez représentatives de ce qu'il y a dans la version studio, c'est clairement pas le cas pour les dernières. D'ailleurs, pour faire un petit peu contraste avec la version studio, et parce que je suis une horrible personne, le chromatisme qui précède la descente mélodique n'est pas joué en shuffle. Et enfin, pour terminer avec ce passage, le troisième post-couplet est une sorte de mélange de ce que j'avais trouvé et écrit dans les 2 précédents. La toute fin, avec les notes aux octaves supérieures, elle est bien dans la version studio, sauf pour le chromatisme. Mais alors, pour le reste... Bon, en gros, dis-toi que si je fais ce tutoriel avec ce que j'ai réécrit, c'est avant tout pour que toi tu saches à peu près où te diriger si tu veux faire ton propre arrangement.
Pour les refrains, même principe, la grille harmonique reste la même, mais pas la ligne de basse. Pour le premier refrain, c'est pas très compliqué, tu vas surtout alterner entre des croches sur les toniques qui suivent la batterie sur les temps, et une walking bass à la fin du cycle. Et là pour le coup, c'est plutôt représentatif de la basse de la version studio. Pour le second refrain, tu vas faire exactement les mêmes premières mesures que le premier refrain. Et d'ailleurs, pour ces deux refrains, je te conseille de bien suivre la batterie et de baser ton intensité de jeu sur celle-ci. La variation, elle démarre à la moitié, à partir du Do environ, variation qui n'est pas du tout dans la version studio. Tu vas tout de même jouer les mêmes dernières mesures que le premier refrain, car ça se rapproche beaucoup de ce que MyZouter fait dans la version studio. On est arrivé au solo et là je vais pas en parler chronologiquement. D'abord je te parle de sa walking bass. Donc j'ai divisé ce solo de guitare en deux parties pour les raisons suivantes. La première c'est qu'à un moment on change de tonalité. Et le plus important justement c'est que l'instrumentation elle change puisque tu fais une walking bass et que la batterie a aussi changé son jeu. Et ici, à part peut-être pour les dernières mesures de Ré, c'est bien la base de la version studio. Ah bah voilà, c'est déjà plus compréhensible quand on laisse à la basse sa place légitime au sein du mixage. Putain! Putain, dans quoi je me suis encore embarqué, moi. Je serais pas spécialement étonné que tu regardes cette vidéo, en grande partie, tout de même, pour ce passage du tutoriel. Et je vais te préciser quelque chose de très important avant de démarrer, je n'ai jamais enseigné le tapping à la basse. Bah à la guitare non plus, hein. Et aussi, on ne me l'a jamais enseigné du temps où j'étais apprenti. Donc certaines choses que je vais te dire dans ce passage du tutoriel sont un petit peu à prendre avec des pincettes. D'autant plus que personnellement, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre sur cette technique. C'est vraiment la raison principale pour laquelle je voulais pas spécialement faire de tutoriel pour cette chanson. Le tapping, c'est quelque chose que j'ai appris de manière totalement autodidacte, donc c'est vraiment un challenge pour moi de te l'enseigner. Bien sûr, je vais te donner quelques clés d'apprentissage pour cette technique, mais en vrai, je pense que tout ceci n'est qu'une vaste escroquerie de ma part. Je reviens très brièvement sur MyZouter, je t'en parlerai en détail un petit peu après, mais vu qu'à la base il est guitariste, je crois que dans la version studio, il ne joue pas au tapping, il joue entre guillemets simplement au médiator. Donc le principe du tapping, très vulgairement expliqué, c'est d'utiliser les doigts de tes deux mains et de marteler les cases pour obtenir un son assez subtil sur ta note. Ça consiste très grossièrement en un jeu uniquement composé de hammer et de pull-off très legato. Donc la plupart du temps exit la butée ou le médiator. Si tu démarres l'apprentissage du tapping, sache que ce passage, il est vraiment ultra chaud. Du coup, pour démarrer l'apprentissage du tapping, je te conseille de faire comme moi j'ai fait, créer tes propres lignes de basse en tapping. Très franchement, je pense que c'est le meilleur moyen de démarrer plutôt que de te lancer tout de suite dans des pareils. Commence par faire en sorte d'obtenir le meilleur son possible et surtout d'éviter les frisements sur les frettes, un petit peu comme ça. Ça, c'est vraiment la partie la plus dure à pratiquer. Surtout que là, je t'ai montré ça avec ma main manche qui étouffe les cordes, mais une fois que tu l'enlèves, c'est vraiment pas pareil. Il faut que tu favorises des rythmes très lents et que tu n'utilises que ton majeur et ton index à la main de jeu pour démarrer.
J'insiste là-dessus, favorise la qualité de ta note plutôt que la quantité ou la vitesse d'exécution. Ensuite, la deuxième étape que je te conseille, bon alors là je suis vraiment pas sûr, c'est d'essayer de jouer le passage en tapping du morceau The Horse du groupe A Wilhelm Scream, que j'ai repris dans mon tout premier Tribute and Fun. Tu devrais trouver des tablatures assez facilement, ce morceau il a été repris pas mal de fois par des bassistes. Et je te conseille de te focaliser plutôt sur la deuxième moitié de ce passage. Et donc, une fois que t'es plus avancé, tu vas pouvoir t'essayer à ce morceau. Alors je leur précise, à nouveau, je suis clairement pas un as de cette technique. Mais je vais faire de mon mieux pour que tu comprennes ce qui se passe mélodiquement et rythmiquement. Dernière chose, il se peut que ta basse, elle soit entre guillemets pas faite pour le tapping, ça arrive. Quand tu vois des basses comme, je sais pas, une Höfner par exemple, t'imagines pas quelqu'un faire du tapping tout de suite dessus. Je suis clairement pas en train de te dire que c'est impossible, c'est vraiment une question de pratique. Mais force est de constater que certaines basses sont beaucoup plus polyvalentes que d'autres. Et donc il est plus facile d'apprivoiser des techniques de la sorte. Et enfin, pour pas te mâcher le travail et t'apporter un petit peu de challenge, car en plus d'être une horrible personne, je suis un prof absolument détestable, je t'indique pas sur la partition quel doigt et quelle main utiliser pour chaque note. À toi de faire tes repérages. Donc en fait, ce passage du solo, il est divisible en 3 parties. Et chacune de ces parties se différencie en fonction du rythme. Là tout de suite, je vais te montrer ce que ça donne pour la première partie, et n'hésite pas à jouer très lentement et avec un tempo doublé. Par contre, fais très attention au départ en contretemps. Pour la deuxième partie, on garde les mêmes notes mais on ajoute des valeurs rythmiques. Et cette fois, il va surtout falloir faire attention au changement de position de ta main de jeu dans les fins de cycle. Alors autant je pense que les notes des 2 premières parties sont plutôt représentatives de la version studio, mais pour la troisième partie, là, c'est pas pareil. Là du coup, c'est moi qui ai réécrit ce passage, alors les notes elles sont quand même plutôt cohérentes avec la version studio, par contre ce qui va bouger ce sont surtout les octaves. Donc là je te mets la tablature pour la forme et aussi évidemment pour que tu saches quelle note faire, mais pour les rythmes, bon, c'est un peu particulier. Si tu fais comme moi, tu devrais quand même pouvoir t'en sortir, à moins que tu trouves que ma cover ce soit de la merde. Et t'as le droit. Détail qui a son importance quand même, il faut que tu fasses un barré avec ta main manche sur la 13e case, et le mi bémol doit être joué avec le majeur de ta main manche. Ce que je te conseille de faire aussi, c'est de diviser ce passage en 2 fragments et de les isoler pour les répéter l'un après l'autre. En gros, par exemple, voilà ce que ça va te donner pour le premier. Et voilà ce que ça va te donner pour le deuxième. Et maintenant, un petit peu plus rapidement, les deux à la suite. Il était vraiment pas évident du tout à tourner ce tutoriel. Maintenant, on va prendre un peu le temps de respirer toi et moi, je vais un petit peu te raconter qui sont les musiciens derrière cette chanson. Alligator Farm, du coup, c'est une chanson disponible dans l'album éponyme de Paul Gilbert, sorti en 2000. Concernant Paul Gilbert, c'est un guitariste qui semble beaucoup être reconnu pour ses travaux au sein de Racer X et Mr. Big, mais aussi en tant que guitar héros à part entière. Personnellement, c'est un guitariste que j'aime beaucoup, et faut croire qu'il a toujours été très bien entouré dans son parcours. Là, je pense notamment à Jeff Martin, chanteur de Racer X et batteur et chanteur choriste pour Alligator Farm, qui a aussi collaboré avec Michael Schenker. On peut aussi trouver Billy Sheehan, bassiste de Mr. Big, mais aussi des Winery Dogs. Et pour terminer, on retrouve parmi ses collaborateurs un bassiste que j'aime énormément, Juan Alderete. Aldelete. Désolé. Qui a été bassiste pour Racer X, d'accord, mais aussi, et surtout, pour The Mars Volta. Un jour, peut-être, un tutoriel. Qui sait? Forcément, je te conseille vivement de te pencher sur la musique des groupes que je t'ai cités, tu risques de pas être déçu.
Paul Gilbert démarre sa carrière solo au tournant de 97 et 98 avec son premier album King of Clubs. Si on retrouve Juan quelque chose en guest à la basse pour le titre The Jam, Mike Zutter il était lui aussi présent, mais en tant que choriste. C'est environ un an après, avec la sortie de l'album Flying Dog, que Mike Zutter est devenu le bassiste officiel de la formation, pendant les années 2000 pour environ 3 albums. Avant de rejoindre Paul Gilbert, Mike Zutter il était guitariste dans des groupes relativement glam metal. Là je pense notamment au groupe Out of the Blue. Glam entre guillemets, bon c'était du hard rock. Là je pense plutôt à leur album éponyme de 86. Formé avec son frère Chris Zutter, les deux frangins formeront plus tard une formation relativement équivalente, en gros dans la même veine musicale, sobrement intitulée The Zooters. The Zooters, The Zooters. Et c'est peu après que Mike Zutter rejoint Paul Gilbert, mais cette fois-ci en guise de bassiste. C'est là qu'on peut comprendre que Mike Zutter, c'est davantage un guitariste qu'un bassiste. Alors bien sûr, je dis ça, ça enlève en rien sa qualité de musicien. Tu penses bien que s'il joue aux côtés de Paul Gilbert pendant 3 albums, pendant plusieurs années, c'est que c'est pas pour rien. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je voulais démarrer la nouvelle année avec un tutoriel un petit peu particulier et j'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas comme d'habitude à liker, commenter, partager et à t'abonner à cette chaîne. Et bien sûr, n'oublie pas la cloche. Et bien sûr, n'hésite pas à me rejoindre sur Facebook et surtout sur Instagram. C'est ici que je publie le plus souvent du contenu en rapport à ma chaîne et mes projets musicaux. Je vais être assez actif sur la chaîne pour 2021, de nombreuses vidéos sont déjà prêtes à être mises en ligne, et surtout il y a de grandes chances que d'autres formats voient le jour. Surtout si les festivals ont lieu, on y croit. Donc d'ici les prochaines vidéos, porte-toi bien, pratique ton instrument, et découvre des musiques que tu ne connais pas. À tout bientôt.